Alain Vélo est directeur du pôle d'expertise des Patriotes. Il est également directeur de publication de la revue Défis souverainistes. Il est ancien conseiller régional et voilà, on est vraiment très content de t'avoir ce soir. Hein. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je crois qu'on peut l'applaudir. Pour vous donner un peu la jeunesse de cet événement, Alain, je l'ai rencontré lors du Forum des Patriotes en septembre. Et en fait, je savais qu'il était directeur du pôle d'expertise des Patriotes, qu'il avait sa revue Défis souverainistes. Et à Lyon, on avait cette volonté de mettre en place des conférences pour proposer du contenu thématique aux adhérents et quelque part pour diversifier un peu les moyens de rencontre, les moyens de réflexion, remettre un peu l'église au milieu du village quelque part, parce qu'on est d'abord là pour des idées, et permettre à ces idées de se diffuser localement et de se les approprier, qui est un travail de formation. Et il se trouve que Alain fait également ce travail au sein du pôle d'expertise des Patriotes. Il a un cycle de formation récurrent. Il est, comme je le disais, directeur de publication de la revue Défis souverainistes. Et donc, cette approche s'est vue être complémentaire, et on a eu la chance au Rhône d'avoir certaines de nos conférences qui ont pu intégrer le programme de conférences de Défis souverainistes, de la chaîne YouTube Défis souverainistes, sur laquelle on est en live YouTube ce soir. Donc bonsoir à toutes les personnes qui sont en live. Hein. Et donc on a discuté avec Alain et on trouvait pertinent vis-à-vis de tout ce qui est mis en place au niveau à la fois des conférences à Lyon, vis-à-vis de tout ce que fait Alain également, de réfléchir sur ce combat culturel, ce combat des idées. Et il nous propose ce soir d'intervenir sur une conférence qui s'intitule « Le défi du souverainisme, comment gagner la bataille des idées ». Donc Alain, merci encore une fois pour ta présence. Je vais te laisser la parole et merci à tous de votre présence encore une fois. Alors, bien sûr, je tiens à mon tour à vous remercier très chaleureusement pour votre présence nombreuse ce soir, à remercier à mon tour Martin Aigron, votre référent départemental, de m'avoir invité, de m'avoir permis de venir à votre rencontre. C'est toujours extrêmement plaisant de venir voir des adhérents dans un département, même si le département en question est loin de son point d'origine. Je suis également tout à fait conscient de l'excellence du travail que Martin fait dans le département, notamment en organisant des conférences qui sont d'ailleurs à ce point excellentes que, comme il l'a dit, nous les avons reprises, repiquées, entre guillemets, sur le site, sur la chaîne YouTube Défis souverainistes. Donc c'est le cas de deux, celle qu'a donnée notre ami Philippe de Robignac sur l'OTAN il y a quelques semaines déjà, et celle qu'a donnée plus récemment Kevin Gauthier, que je connaissais auparavant, comme Philippe du reste, mais Kevin n'est pas lyonnais, qui donc a donné une conférence sur l'énergie. Kevin est un des membres présents au sein du pôle d'expertise des Patriotes depuis l'origine, est à la fois extrêmement brillant, je pense que chacun a pu en juger, et très prolixe, c'est-à-dire qu'il écrit beaucoup de textes et nous avons eu l'occasion de le publier à plusieurs reprises. Bon, alors effectivement, pour aborder mon sujet de ce soir, Martin, comme il l'a sous-entendu ou rappelé, je ne sais plus, m'a demandé initialement de venir parler de la revue Défis souverainistes. J'ai volontairement, bien sûr, élargi le champ de mon intervention parce que je considère que la revue en question s'inscrit dans un dispositif plus large qui, comme tu l'as rappelé, Martin, effectivement s'inscrit dans l'ordre du combat au niveau des idées, combat culturel, combat métapolitique. Je vais revenir sur ce terme en soulignant ses ambiguïtés. Donc je souhaite parler plus largement, non pas seulement de la revue, mais du dispositif plus large dans lequel elle s'inscrit, si elle est, je dirais, le dispositif clé central du dispositif plus large dans lequel elle s'inscrit. Elle n'est pas le seul dispositif. Les conférences, effectivement, font partie du dispositif Défis souverainistes.
des colloques que j'espère pouvoir organiser prochainement. La différence que je fais, c'est qu'un colloque sera l'occasion pour différents intervenants de venir débattre publiquement d'un même sujet. Je prévois d'en organiser un dans quelques temps. C'est aussi une question de moyens qu'il faut trouver à Paris. Nous sommes en France, dans un vieux pays centralisé. Donc le premier colloque pourrait bien avoir lieu à Paris, pourrait être porté sur l'école. Je n'ai pas encore de date, mais j'y reviendrai également. L'objet des colloques, c'est aussi en quelque sorte, dupliquer ce que notre mouvement fait très bien. Je crois que parmi vous, et je les salue tout particulièrement, il y a des adhérents de Génération Frexit. Eh bien, notre mouvement est soucieux de réaliser l'union des souverainistes, des différentes sensibilités du courant souverainiste. Je cherche à le faire aussi au niveau de la circulation des idées, d'où effectivement ce projet de colloque. Pour parler plus précisément du plan culturel et métapolitique, donc, comme on dit souvent, puisque tel sera le thème de mon intervention, eh bien, je dirais qu'il faut commencer par faire quelques petites précisions un peu d'appareil, de fonctionnement des différentes instances qui sont internes au mouvement dont vous êtes adhérents, parce que ce n'est après tout pas forcément évident pour tout le monde d'emblée. On évoque le pôle d'expertise, Martin l'a évoqué, on évoque défi souverainiste. Quelle est finalement la connexion entre les deux? Alors, très rapidement, je ne veux pas vous lasser avec des considérations de statut, de fonctionnement interne, c'est un peu rébarbatif tout cela. Le pôle d'expertise est une instance statutaire du mouvement Les Patriotes, qui est prévue dans l'article 12 des statuts du mouvement. Article 12, donc, qui dispose qu'un pôle d'expertise composé d'un nombre indéfini, je cite, de membres reconnus pour leurs compétences sera constitué à l'initiative du président du mouvement. Et le même article 12 précise quelle est la fonction du pôle d'expertise, c'est de participer à l'enrichissement du projet des Patriotes. Alors effectivement, cette instance que je dirige, Martin l'a dit, qui réunit un nombre maintenant important, conséquent, de spécialistes, de sujets extrêmement divers et variés, a une activité principale qui est effectivement une activité programmatique. Nous porterons, nous nourrirons, nous enrichirons, comme dit donc le texte des statuts, le projet du mouvement à l'occasion des élections à venir auxquelles nous ne manquerons pas de participer. Ces choses-là sont évidemment tout à fait essentielles dans un mouvement. Bon. Le pôle d'expertise irrigue, donc, nourrit, approfondit le projet pour la France que portent les Patriotes. Certains d'entre vous, je crois, étaient présents au meeting d'Aubervilliers qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an, le 24 octobre 2021. J'ai eu l'occasion, effectivement, de m'exprimer là-dessus pour que l'ensemble de nos adhérents, nos militants, sachent qu'il y a une instance interne qui, véritablement, travaille de façon approfondie, détaillée, le projet du mouvement. Pour en venir à présent à défi souverainiste, qui n'est pas exactement équivalent au pôle d'expertise, pour vous faire brièvement l'historique, je dirais qu'il m'est apparu assez rapidement, au vu des compétences que nous arrivons en interne à réunir, qu'il serait tout simplement dommage de ne pas faire de leur production, de ce qu'ils sont en mesure de produire, tant sous la forme d'écrits que sous la forme d'interventions orales, de conférences, etc. Il serait dommage, effectivement, de ne pas donner une visibilité vers l'extérieur à ces qualités, ces compétences, ces productions. Du coup, j'ai, après en avoir discuté avec Florian Philippot, j'ai retenu le nom de défi souverainiste pour désigner la forme, dirais-je, externalisée du pôle d'expertise. Voilà, c'est donc la différence entre les deux. Défi souverainiste, c'est le pôle d'expertise qui s'adresse pas seulement aux adhérents, mais qui s'adresse à tous les Français et qui, évidemment, remplit cette mission principalement de combat des idées, sur laquelle je vais revenir davantage tout à l'heure. Bon, je parlais de dispositif défi souverainiste. Qu'est-ce que c'est que défi souverainiste? C'est la revue, la publication papier, mais pas seulement. C'est également
les conférences que nous organisons. C'est également donc un travail plus particulièrement programmatique. Ces différentes choses. Le site internet, vous le connaissez, c'est www.souverainisme.fr. La revue, elle circule, puisque à chacune de ses parutions, eh bien, Martin a la très bonne idée de m'en demander plusieurs exemplaires pour la mettre à votre disposition. C'est aussi le dispositif, la chaîne YouTube qui commence à prendre de l'épaisseur, hein, puisque nous arrivons à quelques centaines maintenant d'abonnés, que je salue du reste. Bref, c'est effectivement un dispositif qui commence à prendre corps et à fonctionner et qui ne demande qu'à fonctionner encore mieux, encore davantage, pour mieux encore eh bien, remplir ses fonctions. Mais il est temps d'élucider et de préciser ce qu'est ce fameux plan des idées auquel nous nous situons, que j'ai donc déjà mentionné dans ce qui précède, de préciser ce que c'est que le combat culturel, ou, je reviens sur ce terme une nouvelle fois, métapolitique, comme l'on dit souvent. Je dirais que participer à des élections, initier et organiser des rassemblements ou des manifestations, se positionner à chaud par des tweets ou autres communications publiques, argumenter, défendre des idées dans le cadre de débats qui peuvent avoir lieu dans la sphère professionnelle, dans la sphère familiale, militer bien sûr par les actions de terrain, le militantisme classique, collage d'affiches, etc. Tout cela fait partie de l'engagement politique. C'est un engagement dont je crois, dans la mesure où vous êtes adhérents, parfois d'ailleurs vous ne l'étiez pas auparavant, souvent même, c'est le profil de beaucoup de nouveaux adhérents, dont vous mesurez tous à la fois ce qu'il peut avoir d'intéressant, parce qu'il est très multiforme en quelque sorte, hein, de noble également, pour autant qu'il soit, et je crois que c'est un marqueur tout à fait évident chez les patriotes, eh bien, fondé sur des convictions sincères et non pas sur le petit calcul politicien, qu'il soit au service de la défense de l'intérêt général qui doit nécessairement primer sur tout autre intérêt. C'est un engagement noble, mais ça, c'est l'engagement politique à proprement parler. Bon. Dans le cadre de cet engagement, je dirais qu'on est en quelque sorte engoncé dans l'instant, parce que l'activité politique, c'est une activité qui est très réactive, qui consiste à savoir peut-être déjà tirer la grande référence est Machiavel sur le sujet, qui bien entendu l'a théorisé, savoir tirer profit de l'instant, de l'occasion, de ce qui se présente, des circonstances, pour tâcher, et là est toute la vertu de l'homme politique, d'infléchir ces circonstances dans le sens de ce que l'on souhaite ou ce que l'on veut. Tout ça, c'est l'activité politique. Mais si l'activité politique en tant que telle est totalement donc eh bien, investi dans l'instant, relève de l'instantanéité, on sent qu'il y a un impératif qui est de se distancier en quelque sorte, comme dans une sorte dirais-je, de respiration de l'instant, de cette instantanéité, de prendre du champ, de prendre du recul. Or, ce recul, il ne peut être pris que dans une activité qui est, disons, plus intellectuelle, qui consiste, elle, à être plus au clair sur les idées, à travailler les idées, donc les concepts, qui doivent, particulièrement pour certains, d'importance, être mûris avec patience, au-delà donc de l'urgence de l'instant, et qui doivent aussi, les idées que nous pouvons produire, être considérées, ce qui demande du temps, ce qui demande effectivement une activité critique soutenue, être considérées donc avec distance et réflexion. Donc cette distanciation, ben, c'est ce que permet une instance comme Défi souverainiste, qui justement donc aborde tout cela avec davantage d'objectivité que lorsque l'on est pris dans l'instant et dans le feu de l'action politique. Je tiens à souligner que c'est quelque chose, un type d'activité qui fait cruellement, j'en connais quelques-uns, dont un
dont je fus, comme peut-être certains d'entre vous aussi, qui fait cruellement défaut en général dans les autres mouvements politiques. Pour ne pas le nommer, je sais, pour y avoir appartenu, CORN, eh bien, les compétences en sont allées du même mouvement que nous sommes partis, pour résumer. C'est une nécessité. Nous avons d'autres concurrents, qui ne sont pas forcément des ennemis, qui l'affirment, qui l'exposent. J'entendais notamment Éric Zemmour dire qu'il avait l'intention de mettre en place une instance interne à son mouvement politique, proposant des conférences et œuvrant dans le sens d'une sorte d'école des cadres. C'est donc Zemmour doit savoir de quoi il parle. C'est un intellectuel estimable et il sait effectivement qu'un parti politique sans activité culturelle, sans activité métapolitique, ne peut pas fonctionner correctement. Il est donc impératif d'investir pleinement le plan des idées, ce qui constitue donc toute la raison, je crois l'avoir dit, de défis souverainistes. Il est impératif de redoubler l'action politique en occupant le plan culturel et métapolitique. J'ai utilisé plusieurs fois le terme de métapolitique, mais il est en réalité assez embarrassant parce que ambigu. Si l'on remonte rapidement aux origines du mot, qui est donc très usité dans certains milieux que je vais désigner, le terme de métapolitique, dont l'introduction en France est due à Joseph de Maistre, eh bien, signifie, peut-être parce que tel est le premier sens du préfixe du mot grec méta, au-delà, signifie ou renvoie du moins à un plan qui est en fait de nature métaphysique. Alors, je ne veux pas faire mon prof de philo, mais je ne veux pas tomber dans la déformation professionnelle, mais c'est effectivement la première acception du mot. C'est-à-dire que Joseph de Maistre, pour résumer ça rapidement, sa pensée rapidement, eh bien, considère que ce qui se passe dans le théâtre politique n'est en fait que la traduction sur le plan des rapports de force concrets d'un plan divin métaphysique. Donc on est là en pleine téléologie, c'est-à-dire une conception d'une finalité qui serait à l'œuvre et que dont les hommes seraient en quelque sorte subirés. La téléologie, à ne pas confondre avec théologie, étant évidemment donnant lieu à tout ce qui est dans l'activité philosophique bien souvent, qui est de l'ordre de spéculation, d'interprétation, et ce n'est pas là sans doute un terrain sur lequel nous avons intérêt à nous situer. En réalité, je vais faire plutôt ici mien dans le rapport à ce que les philosophes peuvent dire ou ont pu dire sur l'ordre métapolitique. Je vais citer Joseph de Maistre, donc, qui est un théoricien de la contre-révolution, mais il y a des philosophes allemands qui ont inauguralement également utilisé le terme. Je dirais, comme Marx, que, en définitive, les philosophes n'ont fait qu'interpréter, la phrase est très célèbre, n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, c'est-à-dire de spéculer sur le monde, que là n'est sans doute pas l'important, que le plus important, l'enjeu principal, est au contraire de chercher à le transformer. Je fais d'autant plus volontiers une référence à Marx que le terme de métapolitique acquiert un sens beaucoup plus opérant pour nous et beaucoup plus intéressant, débarrassé en quelque sorte de sa dimension, de son entour métaphysique et, pour tout dire, au fond religieux, avec le philosophe marxiste, alors il est vrai, peu orthodoxe, en rupture avec le marxisme dans sa forme orthodoxe, qu'est Gramsci, le philosophe italien Gramsci. Pour Gramsci, et l'honnêteté, avant de renvoyer à la définition gramscienne de la métapolitique, l'honnêteté m'oblige à dire que c'est un Gramsci ou une partie de l'œuvre de Gramsci qui a surtout été travaillée par un courant idéologique français, la Nouvelle Droite, qui est un courant avec lequel on ne peut se sentir que des affinités idéologiques assez lointaines après tout, ce qui est peut-être d'ailleurs une raison suffisante
pour ne pas utiliser, au fond, bien que je l'ai fait plusieurs fois dans le début de mon propos, le terme de métapolitique pour lui préférer un autre terme comme le terme culturel. Bon, toujours est-il que Gramsci, il est vrai, très travaillé par la nouvelle droite sur ce sujet, eh bien, définissait la métapolitique comme la superstructure culturelle. Chez Marx, les rapports sociaux relèvent ou constituent l'infrastructure. La superstructure, c'est tout ce qui est culturel, tout ce qui est idéologique. Et à juste titre, l'analyse est évidemment pertinente. Eh bien, Gramsci considérait que dans l'ordre de la superstructure culturelle, idéologique, se livrent aussi des rapports antagonistes, ont lieu aussi des rapports antagonistes, et que de préparer également la lutte sur le terrain des idées, c'est en ceci qu'il est opérant donc, présenter un impératif, relever d'un impératif, dans la mesure où ça préparait sur le long terme l'avènement concret des idées qui étaient préparées dans l'ordre métapolitique. Voilà, la thèse de Gramsci sur la métapolitique qui donc nous intéresse, nous, en tant que mouvement politique. Je dirais qu'à bien y réfléchir, les rapports entre politique et métapolitique eh bien, opèrent plus particulièrement à double sens. Il y a à la fois une influence des faits de la réalité concrète sur les idées, bien évidemment. Les idées ne tombent pas du ciel, mais en même temps, les idées influent évidemment en retour sur l'action concrète et orientent et peuvent avoir même un effet sur le long terme, un effet historique. Il importe donc que nous élaborions sur le plan des idées des concepts nouveaux, j'y reviendrai, des théories nouvelles. Je vais donner un exemple parce que mon propos, j'en ai conscience, est pour l'heure assez abstrait. Je crois que pour avoir fait, vous êtes sans doute un certain nombre à l'avoir fait aussi, des marchés par exemple, être allé à la rencontre des gens, eh bien, lorsque vous leur parlez de souveraineté, il vous apparaît souvent que le concept est finalement assez flou dans l'esprit des gens, que ça justifie une explication, une élucidation. La rencontre sur un marché se prétend d'ailleurs assez peu à une explication d'un concept abstrait. Cette notion de souveraineté qui nous est à nous parfaitement familière, eh bien, l'est beaucoup moins en réalité. Et effectivement, c'est un problème pour la diffusion de nos idées, un problème majeur pour la diffusion de nos idées, parce que s'il y a un marqueur des positionnements des patriotes, c'est bien le retour de toutes nos souverainetés. Eh bien, ces idées sont au fond assez nébuleuses pour les gens. Bon, alors très concrètement, on voit bien qu'une activité sur le plan culturel, pour peu qu'elle parvienne, et je viendrai au vecteur tout à l'heure, qu'elle parvienne à une diffusion effective, est absolument impérative. Comment faire sentir dans la population le besoin, l'impératif même, de retrouver nos souverainetés si nos interlocuteurs, les gens en général, ne sont pas tout à fait au clair sur ce que le concept de souveraineté recouvre. Bon, eh bien là, nous sommes dans l'illustration pure et simple de ce que la thèse gramscienne, c'est en quoi elle est opérante. Oui, effectivement, il importe aussi de mener le combat au niveau des idées, parce que, sous la condition de leur diffusion, eh bien, elles influent sur le cours réel des choses, outre qu'elles orientent évidemment l'action politique. Alors, le titre de mon intervention, enfin plus exactement le sous-titre, était comment gagner la bataille des idées. Du moins, pour rester plus mesuré peut-être, comment se préparer à remporter la dite bataille, quelles conditions réunir pour parvenir à remporter, à faire progresser nos idées et peut-être à les faire triompher à terme. Je dirais que le combat culturel requiert simultanément trois principales vertus. Une première vertu qui est incontestablement la performance. J'entends la capacité de produire vraiment des analyses qui, d'un point de vue, disons, théorique, remplissent, cochent toutes les cases des qualités qu'on est en droit d'attendre d'un travail de fond,
que ce soit un travail qui soit original, novateur. Je reviendrai sur l'exigence d'être innovant en troisième lieu, que ce soit un travail qui soit irréprochable, incontestable du point de vue de la rigueur scientifique qu'il démontre. Et je me permets, puisque c'est un peu mon bébé, de vous renvoyer à la revue que certains d'entre vous ont lu. J'attends d'ailleurs des retours éventuels, puisque c'est toujours enrichissant d'avoir éventuellement des points de critique. Je crois que les articles qui y figurent sont tous de haute tenue dans leur diversité. Parce que nous avons à la fois du trait scientifique, le dernier numéro comporte une longue analyse statistique avec moult tableaux du phénomène de l'abstention, mais aussi des analyses des développements ou des écrits beaucoup plus littéraires. Mais chacun dans leur genre, ces travaux sont, je le crois, révélateurs de la performance de nos contributeurs qui sont capables de produire des choses tout à fait excellentes. La deuxième vertu qui s'impose, qui est requise pour que le combat culturel puisse avoir quelques raisons d'aboutir, voire de triompher, condition impérative, c'est la cohérence des idées. Le premier numéro de la revue des filles souverainistes portait d'ailleurs comme titre Cohérence, parce que il y a en réalité, y compris des gens qui sont dans une certaine proximité ou peuvent paraître dans une certaine proximité idéologique et intellectuelle avec nous, en réalité beaucoup d'incohérences. Bon, là encore, je vais quitter le domaine de la généralité et de l'abstraction pour donner un exemple qui, j'espère, ne fâchera personne, parce que je sais que cet auteur très prolixe est parfois lu parmi nos adhérents, mais après tout, ils lisent bien ce qu'ils veulent. Je pense ici tout particulièrement à Michel Onfray, qui donc est un philosophe, paraît-il. D'ailleurs, je me laisse aller à vous faire une petite remarque un peu anecdotique. Je l'ai entendu, je crois que c'est Philippe qui répondait à l'un d'entre vous, qui demandait ce qu'était ma profession. Il m'a semblé entendre que tu as répondu professeur de philosophie. Ça me fait beaucoup de peine, moi, quand je vois des gens comme Onfray, dans une certaine mesure, pire encore, puisque je me le suis infligé hier soir, il était sur BFM TV, et je m'afflige encore BFM TV, donc, Enthoven, et que je vois en bandeau, vous voyez, philosophe. Et là, je pense immanquablement, directement, à mes élèves, qui sont débutants en philosophie et qui ont pour principal son de cloche philosophique mon enseignement. Et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont penser qu'est-ce qu'ils vont penser en entendant des énergumènes de ce type-là, je pense surtout à Enthoven, je serais plus mesuré pour Onfray, qui sont détestables tant sur le fond que sur la forme, par leur attitude outrecuidante, etc. Et je me dis que tout ça donne... Je n'ai pas cité BHL, voilà, et que tout ça donne une image absolument déplorable au grand public de ce qu'est la philosophie. Donc j'aimerais bien qu'on les appelle autrement, je ne sais pas, agitateurs en quête de notoriété à tout prix. Bon. Alors, pour revenir sur Onfray, ce qui me gêne le plus, et qui est quand même très très gênant pour quelqu'un qui se targue d'être un philosophe chez Onfray, ce sont toute une série d'incohérences. Alors je ne lis pas tout ce qu'écrit Onfray, parce que c'est un auteur, encore une fois, très, très prolixe, ce qui est une qualité, même qui force à l'admiration, qui est capable de commettre une quantité d'articles, de livres, il est partout. Mais enfin, quand même, il y a des contradictions tout à fait insupportables et majeures chez Onfray. Onfray se dit souverainiste, il fait appel aux souverainistes de gauche, de droite, comment dit-il, et d'ailleurs, je crois, du milieu aussi, et d'ailleurs. Or, d'un côté, il se dit souverainiste, de l'autre côté, il se dit girondin. Girondin, c'est-à-dire qu'il est partisan du système de décentralisation. Alors moi, je réfléchis, je me demande si ces deux concepts, celui de souverainisme et celui de girondinisme et de décentralisation, sont bien compatibles. Et ils m'apparaissent en réalité très difficilement compatibles. La souveraineté, il faut la retrouver, il faut la recouvrer.
l'ensemble de nos souverainetés, toutes nos souverainetés, pas qu'une seule, parce que la souveraineté, ça ne se morcelle pas, c'est pas la souveraineté ceci sans l'autre, c'est tous les pans de souveraineté qui ont été perdus les uns après les autres, successivement dilapidés par tous nos gouvernants depuis De Gaulle ou Pompidou. Hein. Voilà. Et pour pouvoir recouvrer toutes nos souverainetés, pour pouvoir renouer avec des politiques effectivement souveraines, et il est bien évident qu'il faut un État stratège. Un État stratège, c'est-à-dire un État, peut-être pas indéfiniment, mais en tout cas dans la phase où il faudra effectivement retrouver des politiques souveraines, qui soit un État centralisé. Parce que la décentralisation de l'État, son éclatement, c'est quelque chose qui provoque une faiblesse, dirais-je, consentie de l'État. L'État stratège ne peut être qu'un État très centralisé. Il ne le sera peut-être pas éternellement, mais il devra l'être. Dans le domaine qui est la zone de confort, comme on dit maintenant, j'en parlerai si je ne suis pas trop long, mais je suis déjà très long, qui est la question éducative, enfin, les questions scolaires. Je prends cet exemple. Alors notre souveraineté en matière de politique scolaire aussi a été abandonnée, a été perdue, hein, parce que nous, les ministres successifs, mettent en œuvre des politiques qui sont d'inspiration euro-mondialiste. Voilà. Recouvrer cette souveraineté comme toutes les autres est tout à fait évidemment impératif. Il faudra non pas simplement mettre en place un plan sous la condition d'une souveraineté retrouvée, un plan, comme je l'appelais, un temps de redressement de l'école, ça ne suffit pas le redressement. Là, vu la situation catastrophique qui est la sienne, c'est ni plus ni moins qu'un plan de sauvetage. C'est une grande opération de sauvetage. Eh bien, on ne sauvera l'école que par la réforme. On ne sauvera l'école que par la réforme d'un État centralisé, et non pas du tout en laissant latitude aux établissements scolaires de mettre en œuvre leurs projets éducatifs comme ça existe aujourd'hui. Non, il faudra au contraire que la réforme se fasse par le haut. Hein, et ceux qui vous disent qu'on peut faire évoluer les choses dans le bon sens par le bas, comme François de Rugy l'avait prétendu devant moi lors d'un débat pendant la campagne présidentielle de 2017, en réalité se dispose à continuer le pire, à continuer à poursuivre les politiques du pire. Donc, pour revenir à Onfray brièvement, il y a une incohérence majeure à parler. Alors, ce n'est pas le sujet de débat, je le dis peut-être un peu de façon péremptoire, mais selon ce que j'en comprends, moi, de ces deux concepts de souverainisme et de girondinisme, de décentralisation, il y a là pour moi une incohérence majeure. Et ce n'est pas la seule. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas égrener les points contestables chez Onfray, ils sont nombreux. Mais enfin, chacun a perçu, si vous l'écoutez un peu, ne serait-ce qu'un peu, qu'un jour il vous dit qu'il est souverainiste, un autre jour il vous dit que en fait, son grand projet, c'est l'instauration d'un type d'organisation sociale nourrie par le socialisme libertaire, je crois que c'est son expression. Que je sache, ce n'est pas ce modèle-là auquel nous aspirons, et il y a sans doute une incompatibilité majeure entre le souverainisme et c'est pas le socialisme qui me gêne, c'est le libertaire qui me gêne, vous l'avez compris. C'est-à-dire qu'effectivement, au contraire, je ne vais pas gloser sur les lubies d'Onfray, mais ce projet est non seulement incohérent, mais je crois que ces incohérences masquent-elles seulement, mais en réalité qu'il y a là une opération purement opportuniste de surfer sur la vague souverainiste. Bon, on sait bien par ailleurs qu'Onfray qui appelle à la conjonction ou la convergence de tous les souverainistes, comment dit-il déjà, de gauche, de droite, d'ailleurs, du milieu, etc. Dès que Florent Philippot lui tend la main, il répond, soit il ne répond pas, soit il répond par l'injure. Bon, alors, en contre-modèle, évidemment, il nous faut à nous, et je crois que nos publications le démontrent déjà, être dans une impeccable cohérence, parce qu'évidemment, il en va de la crédibilité d'un projet. Vous pourrez lire également dans le premier numéro donc, de Défi souverainiste qui portait sur la notion de cohérence, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'interview exclusive que Florent Philippot a bien voulu nous donner. Sa formule est belle
et pertinente. La cohérence est une question, une condition de crédibilité et donc de sincérité aussi. Voilà. Donc, l'ennui, c'est que dans la galaxie souverainiste, on aimerait bien faire des choses ensemble, avec tout le monde, tous ceux qui de près ou de loin se réclament, mais il y a quand même quelques éléments qui sont suspects. Voilà. J'avais annoncé 3 vertus principales du combat culturel. Bon, je dirais que la 3e vertu, c'est ce que j'ai rangé, mais en fait, c'est 2 choses, sous le terme de créativité. Alors, ce que j'entends par créativité, je ne sais pas si c'est le terme le mieux choisi, après tout, c'est, et je pense que vous en serez d'accord, que tout ce que nous pouvons élaborer en termes de perspectives pour l'avenir doivent réunir 2 exigences qui peuvent paraître contradictoires, mais l'art, en l'espèce, est de les concilier. À la fois, elles doivent, nos perspectives d'avenir, eh bien, savoir s'inscrire dans la tradition, c'est-à-dire dans l'histoire glorieuse de notre pays. Ne pas faire fi du passé, quoi, pour le dire autrement. Mais en même temps, elles doivent savoir être totalement novatrices. Bon, je pourrais illustrer ce point, parce que là aussi, je reste dans l'abstraction, encore qu'il y aurait peut-être quelques immodesties à le faire, à citer en illustration un programme, le programme que j'évoquais à l'instant, que j'ai pu élaborer pour une précédente présidentielle, de redressement, disais-je donc à l'époque, mais non pas, enfin si je commençais à dire sauvetage. C'était après Najat Vallaud-Belkacem, donc évidemment il fallait sauver les meubles. Là, donc si je disais déjà sauvetage, eh bien le programme que j'ai élaboré avec les contributeurs, hein, bien sûr, hein, 100 propositions pour l'avenir de l'école et de l'université. Je crois que ce programme, c'est une exigence en tout cas qu'il a cherché à maintenir, est assez emblématique de ce que je vous dis là. C'est à la fois un équilibre, si vous voulez, entre des propositions qui maintiennent un certain nombre de traditions, parce qu'il faut bien quand même le reconnaître, l'école d'antan fonctionnait mieux que l'école d'aujourd'hui. Mais c'est un programme qui n'est pas uniquement, qui ne peut pas tomber sous le coup du reproche de nostalgie du passé, parce qu'il est en même temps très novateur. Bon. Et pour moi, la créativité en termes d'idées, pour qu'elle soit vraiment efficiente, qu'elle se diffuse, c'est de ne surtout échapper aux reproches de nostalgie, de passéisme, etc. Bon, j'illustre ce point rapidement, mais enfin, j'ai pris connaissance avec intérêt, d'autant plus que c'est un ancien contributeur avec lequel j'ai travaillé du programme éducation, je parle encore d'éducation, pardonnez-moi, c'est un sujet que je connais bien, d'Éric Zemmour. Vous en avez peut-être le souvenir, ça avait été communiqué dans la presse. Bon, c'était la blouse, le certificat d'études, je crois que le certificat d'études, il me semble bien, enfin l'uniforme, le certificat d'études, 3 ou 4 autres marqueurs totalement passéistes. Alors évidemment, l'uniforme, ça se défend. Le certificat d'études, ça se défend. Mais un programme qui n'est qu'un retour en arrière est peu créatif. Voilà. Outre que, si on parle de stratégie, mais au plan où nous nous situons, la stratégie, c'est secondaire. On laisse les stratèges de notre mouvement, à commencer par Florent Philippot, penser stratégie, c'est important, c'est essentiel en politique, mais nous, on travaille les idées de fond, vous avez compris. Bon, c'est en même temps très très peu stratégique, parce qu'évidemment, la réception médiatique d'un programme comme celui-ci ne peut que prêter le flanc à ce que tous les médias vous disent que c'est l'école de la Troisième République, même si entre nous, oui, l'école de la Troisième République reste un modèle. Bon, alors, je vais devoir couper beaucoup dans ce que j'avais prévu de vous dire pour ne pas durer trop longtemps. Je n'avais pas prévu de parler aussi longtemps. Je dirais que, toujours pour répondre à la question, comment gagner le combat des idées, ou du moins comment faire progresser nos idées pour que leur progression rencontre des effets concrets, je dirais que les prémices de la victoire à laquelle doit conduire un tel combat, eh bien, apparaissent lorsque nos travaux,
ou apparaîtront, je devrais utiliser le futur en l'espèce, encore que, apparaîtront lorsque nos travaux, nos thèmes de prédilection, les sujets de fond que nous travaillons, nos concepts aussi, eh bien, deviennent influents sur le discours dominant. Voilà, ça ce serait un marqueur et c'est donc un objectif qu'il nous faut viser. Alors j'ai cité Marx, j'ai cité Gramsci, peut-être parce que, étant de cette belle ville de Nantes, enfin, cette belle ville, la ville où il faisait bon vivre jadis, qui est aujourd'hui gangrénée par une insécurité absolument sidérante, alors qu'il y a à peine 10 ans, hein, les jeunes sortaient, il n'y avait absolument pas de problème, mais c'est un autre sujet. Oui, bon, il se trouve que j'ai lu avec intérêt les auteurs marxistes. Je vous fais grâce de faire le récit de mon itinéraire, ce serait par trop égocentré sans doute. J'assume complètement. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure, alors que vous étiez en train d'arriver, un échange où le nom de Marx m'a tapé dans l'oreille. J'ai bien vieilli, hein. Je ne suis pas resté dans marxisme, au chauvelmentisme, aux patriotes, vous voyez, en passant. Bon. Donc je crois, et il se trouve que dans ma ville de Nantes, la médiathèque de Nantes a été fondée par un adjoint au maire communiste, ce qui vaut à cette médiathèque d'avoir un fonds de livres particulier, intéressant, marqué par l'adjoint au maire en question, et qui a l'intégrale de Gramsci. Alors que vous le savez, Gramsci a été emprisonné de longues années, donc il a eu le temps de beaucoup écrire, presque autant qu'on ferait. J'ai abondamment lu l'œuvre de Gramsci. Donc je reparle du marxisme. Les plus anciens d'entre nous s'en souviendront, les autres pourront regarder avec intérêt des vidéos YouTube qui relatent tout cela. Le marxisme, lui, avait gagné le combat culturel. Voilà, donc là, ça ne peut pas être plus concret. Dans les années 60-70. Il avait véritablement gagné le combat culturel. C'était l'époque, rappelez-vous, où Sartre, qui fut comme à peu près tous les intellectuels marxistes, qui fut marxiste comme à peu près tous les intellectuels, ou qu'il était à l'époque, eh bien, parlait du marxisme comme horizon, le communisme, disait-il, comme horizon indépassable de notre temps. Eh bien, il faudrait que le souverainisme parvienne à s'imposer comme ça dans les consciences, jusqu'à devenir une sorte de nouvelle doxa, de nouvelle opinion commune. Je mentionnais des vidéos, ou des vidéos, ça se trouve en vidéo, je les regarde parfois avec appétit. Le président Mitterrand, donc pour le coup, dont chacun se souvient, avait appris, rappelez-vous, à parler marxiste. De façon totalement insincère, bien sûr. Mitterrand n'a jamais été marxiste une seule seconde, lui-même n'a jamais été de gauche, au fond, une seule seconde. Mais, comme c'était la doxa de son temps et qu'il lui fallait faire l'union de la gauche avec le PCF, qu'il a vampirisé, on le sait bien, eh bien, il avait appris à parler marxiste, il s'y efforçait sans trop de peine, hein, habile stratège qu'il était, on peut lui reconnaître cela, même si cet homme-là est très critiquable pour plein de choses. Pour avoir trahi le peuple par le tournant de la rigueur, pour avoir trahi la France par Maastricht, etc. Mais il avait appris à parler marxiste, et il le faisait assez bien, de façon dont, je le répète, totalement insincère. C'est que le marxisme avait effectivement gagné le combat culturel, et qu'il était important pour Mitterrand, qui voulait effectivement à tout prix parvenir au pouvoir et qui y est parvenu, de parler cette langue. Là où ce point m'intéresse par rapport à ce que je vous disais auparavant, c'est que, incontestablement, oui, le marxisme avait gagné le combat culturel dans ces années-là, au point que il s'était imposé comme une sorte de doxa, peut-être pas dans tous les milieux, j'en ai bien conscience, mais dans les milieux de pouvoir, dans les milieux dominants, dans l'enseignement notamment, c'est un objectif, c'est un modèle, si vous voulez, à ce titre-là. Alors, qu'on me comprenne bien, je mesure bien tous les ravages concrets que les idéologies qui se réclamaient de l'œuvre de Marx ont pu produire. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de l'Union soviétique, ni ni de Pol Pot, ni de rien de cela, bien évidemment. Mais je dis que sur le plan du combat culturel, bon, vous voyez, c'est pas un hasard si c'est un marxiste, fût-il dissident, comme Gramsci, qui théorise ce combat. Eh bien, oui, le marxisme avait emporté la bataille des idées.
Bon, eh bien, c'est un objectif, il faudrait que nous parvenions à réaliser quelque chose de ce type-là. Je voudrais donner 2 autres exemples rapidement de ce que donc les prémices de la victoire et donc ce que nous devons viser prioritairement sont peut-être, se marquent peut-être dans le fait que nos concepts, nos idées commencent à imprégner le discours dominant. Le deuxième exemple, c'est, et ce point n'a pas dû vous échapper, je pense, que Macron, qui est tout sauf un souverainiste, n'est-ce pas, et ses ministres, qui sont à l'opposé même, qui dilapident ce qui reste à la France de souveraineté, jusqu'à dilapider. Alors je crois qu'il y a eu un revirement, j'ai cru voir un tweet de Florian, mais je n'ai pas pu fouiller le dossier, vous savez, sur l'affaire du SCAF. Mais le SCAF, jusqu'à hier, sous réserve des derniers prolongements, eh bien c'était quoi? C'était la France dilapide, se dépossède au profit de l'Allemagne qui se frotte les mains, d'une des compétences dans lesquelles elle excelle, qui est Dassault, oui, voilà. Il n'est pas à démontrer, je ne m'étends pas donc là-dessus, sur le fait que Macron est à l'opposé même de nos idées. Comme on le disait à l'origine des Patriotes, le slogan, on l'a un peu abandonné, c'est dommage, parce que je l'aimais bien. Enfin, on l'a un peu abandonné, on le reprendra peut-être, était notre slogan 2017-2018 était le meilleur de la gauche et de la droite. J'aime bien ce slogan. Et Macron, c'est le pire de la gauche et de la droite, puisqu'il s'est fait élire à la faveur de cette confusion je suis par-delà la gauche et la droite. Eh bien, je voulais vous faire remarquer cependant que Macron semble cependant, de façon là encore totalement insincère, comme Mitterrand, mais se croit obligé d'invoquer la souveraineté. Il ne vous aura pas échappé, j'imagine, que le ministère de l'économie et des finances, le MINEFI, a pour intitulé complet, dont le ministre est pour mémoire Bruno Le Maire, a pour intitulé complet ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Alors évidemment, c'est révulsant parce que c'est tout le contraire. Le maire est l'un des agents de la dilapidation de la souveraineté industrielle, ou ce qu'il en reste, bien évidemment. Mais ce que je questionne, moi, sur le plan donc, du vocabulaire, comme reflet de l'avancée des idées, un plan auquel je me situe depuis le début de cette intervention, eh bien, c'est que néanmoins, il se croit obligé d'invoquer la souveraineté. Comme si, vous voyez, le fait de dire la catastrophe que notre peuple connaît est due au fait que l'ensemble des pouvoirs souverains de l'État aient été perdus, comme si cela les acculait en quelque sorte à tout de même s'expliquer avec. Vous voyez, je ne sais pas si vous suivez mon interprétation. Bon, et ce n'est pas le seul cas. Macron l'a fait souvent, d'invoquer la souveraineté, bon, pour lui accoler tout de suite après l'épithète européenne, c'est-à-dire ce qui fait une énorme contradiction dans les termes, un oxymore, comme on dit. C'est une formule dont le deuxième terme nie le premier. Bon. Mais néanmoins, il y a ce besoin d'invoquer la souveraineté. Alors, moi, j'ai envie de le voir, vous voyez, conformément à ce que je vous disais auparavant, comme un signe plutôt encourageant. Bien. Bon, j'ai pas de temps pour je suis par les 50 minutes, je pensais par les quarantaines. Je n'ai pas le temps pour développer le troisième exemple que je voulais vous donner. Je vous aurais parlé, je vais le faire très très rapidement, je vous aurais parlé du travail que j'ai fait et que je continue de faire d'une certaine façon, même si il est un peu noyé, ce travail-là, dans le travail plus général du pôle d'expertise. Nous avions fondé il y a quelques années une organisation qui porte le beau nom de Racine, par référence au grand auteur du XVIIe siècle, dans l'œuvre duquel culmine l'excellence de la langue française. Pardon, j'ai un goût un peu classique, mais bon, je crois que c'est assez défendable quand même. Ce que nous avons fait dans le cadre de cette organisation d'enseignants, j'ai oublié de le préciser, d'enseignants patriotes, elle existe toujours, elle est désormais rattachée aux patriotes, elle est l'une des composantes du pôle d'expertise, vous la trouverez dans l'organigramme. À l'époque, elle était liée à un autre mouvement politique. Eh bien, nous avons, en matière, sur les sujets d'éducation, sur les sujets d'école, d'université, etc., de formation aussi,
nous avons mené le même type de combat culturel que nous menons plus largement avec Défi souverainiste désormais. Et après le tristement célèbre passage de Najat Vallaud-Belkacem, donc qui a été la dernière ministre de l'Éducation nationale pour mémoire de François Hollande, après Vincent Peillon et le pauvre Hamon, dont le seul mérite a été de passer trop rapidement au ministère de l'Éducation nationale pour produire des ravages aussi importants que ses prédécesseurs et successeurs, eh bien, Macron a donc été élu et il a nommé comme ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, dont vous vous souvenez bien évidemment, qui a eu pour caractéristique de perdurer, ce qui est très rare pour un ministre de l'Éducation nationale, ou alors c'est qu'il ne réforme rien, comme Bayrou autrefois, qui a eu pour caractéristique de battre le record de longévité d'un ministre de l'Éducation nationale, puisqu'il est resté ministre durant les 5 ans durant lesquels a duré le quinquennat Macron. Bon. Alors, pourquoi est-ce que je fais référence à Blanquer? Parce que, mais à moins de s'intéresser beaucoup au sujet, vous l'avez peut-être perçu à l'époque, mais oublié probablement depuis, Macron est entré en fonction en tenant un discours tout à fait étonnant, du même tonneau qu'un Macron invoquant la souveraineté ou un Mitterrand parlant marxiste. Donc de façon totalement insincère. Mais j'ai exhumé là un numéro de Valeurs Actuelles, non pas que je sois fan de Valeurs Actuelles, mais vous allez comprendre pourquoi, qui date de 2017, de l'été 2017, voilà, donc juste après l'élection de Macron, où Blanquer est en couverture. Ils ont fait plein d'articles sur Blanquer, avec le titre « Dernière chance pour l'école ». Donc Blanquer, ministre de l'Éducation nationale de Macron, et la dernière chance pour l'école. Alors, Valeurs Actuelles est totalement tombée dans le panneau. Et moi, à l'époque, je disais, il n'y a rien à attendre, ne vous laissez pas abuser par le discours de Blanquer. Il est redoutablement habile, ce qui n'était pas le cas de la précédente. Il est redoutablement habile, donc d'autant plus dangereux, parce que s'il vous dit, il a beau parler, tenir tel ou tel discours qui vous plaît, bon, il amènera les politiques absolument semblables, voire pires, que celles menées par ses prédécesseurs. Bon. Et donc, pourquoi Valeurs Actuelles est-il tombé dans le panneau? Tout simplement parce que Blanquer a parlé d'école de la même façon que nous en parlions, en disant qu'il fallait revenir à l'enseignement des langues anciennes, que l'apprentissage du latin n'était pas du tout élitiste, bien au contraire, mais ça permettait, y compris à des enfants issus de milieux très défavorisés, d'avoir un éclairage irremplaçable sur la langue française, et que donc cet enseignement du latin n'était pas du tout une vieillerie qu'il fallait passer par profit et perte, mais au contraire quelque chose qui, au titre de l'impératif d'égalité par l'école, il fallait au contraire maintenir. Blanquer a commencé par dire que finalement, bon, quantité de choses que les opposants à Vallaud-Belkacem, qui ne nous ignoraient pas au passage, puisque elle avait pris position par rapport à l'organisation Racine en direct lors d'un journal télévisé un dimanche, eh bien, je ne sais pas si je suis clair dans ma démonstration. Ce que je veux vous dire, c'est que je mets sur le même plan ces 3 exemples. Mitterrand parlant marxiste, Macron parlant souveraineté, Blanquer parlant du latin, parce que ça, ce sont des indices, en tout cas je les interprète, je vous propose cette interprétation-là, ce sont des indices de ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du combat des idées, et que les idées quand même infusent. Voilà. C'est ce que j'appelais tout à l'heure les prémices d'une victoire. Ça ne suffit pas. Et de fait, c'est détourné de façon totalement perverse et insincère, dans le sens tout à fait contraire de ce que désignent ces formules. Mais il n'en demeure pas moins que je maintiens, que je suis convaincu que c'est là, effectivement, un indice. Alors, écoutez, l'enjeu, puisque le titre principal de cette intervention que je vais clore à présent était l'enjeu du souverainisme. Ah oui, il y en a plusieurs à relever. Le défi, excusez-moi, le défi du souverainisme, il y en a plusieurs à relever. Défi souverainiste, c'est le nom de l'organisation. Mais le défi dont je voulais vous parler ce soir, c'est un défi que nous aurons relevé lorsque, effectivement, le souverainisme sera imposé comme nouvelle doxa. Voilà. Cet objectif, ô combien noble, ambitieux, majeur, déterminant pour la suite que nous visons, c'est ce à quoi nous nous sommes attelés. C'est
la tâche qu'avec beaucoup d'autres, avec les valeureux et brillants contributeurs des patriotes qui se découvrent, se révèlent. J'ai fait la connaissance d'un nouveau tout à l'heure, progressivement. Nous menons ensemble. Il faut donc donner à nos activités, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de tout premier ordre du combat culturel. Il faut donc donner à nos travaux, à nos efforts de façon générale, l'audience la plus large possible, que vous participiez en tant qu'adhérent de ce mouvement politique qui a cet organe, qui est le pôle d'expertise et sa forme externalisée, les filles souverainistes, que vous participiez à leur diffusion, comme Martin le fait excellemment en mettant à votre disposition la revue, que nous multiplions, comme Martin le fait aussi, non moins excellemment, les conférences, les choses, que nous visions par l'utilisation des vecteurs modernes, que sont Internet, qu'est Internet, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, etc., que nous œuvrions à la diffusion de nos idées. Moi, ce que je veux, ce à quoi je rêve ou aspire, eh bien, c'est donc à ce que les idées souverainistes s'imposent dans la conscience commune, du même mouvement, donc tâche noble s'il en est, du même mouvement que le niveau de cette conscience s'élèvera. Parce que convaincre les gens, les consciences, de l'impératif de la souveraineté, etc., c'est finalement redonner du sens à la façon dont leur permettre de retrouver du sens dans le monde, je crois. Et c'est peut-être assez significativement, c'en est un autre indice, la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous qui nous avez rejoints il y a plus ou moins longtemps, parfois très récemment, eh bien, ne croyaient plus auparavant, pour beaucoup d'entre vous, à la politique et avaient retrouvé, grâce aux patriotes, des raisons d'y croire à nouveau en la politique avec un grand P, bien entendu, parce que ce que nous faisons, y compris au niveau du plan des idées, donc, du combat d'idées, eh bien, tranche radicalement avec tout ce que font les autres mouvements politiques concurrents ou adversaires. Je vous remercie de votre attention.